Bonjour à tous, je suis donc Sophie Barry-Aignan, je suis chercheuse à l'INSERM, au Centre de recherche en cancérologie et immunologie de Nantes. C'est un centre qui est labellisé INSERM, qui est hébergé par l'Université de Nantes et qui se situe sur, tout proche en fait, du CHU Hôtel-Dieu ici à Nantes. Alors, je tiens à remercier les organisateurs, Cancéropole et Syriac Iliad, pour me donner l'occasion en fait, de parler de la recherche sur les cancers du sein. Et puis également leurs partenaires, Fabienne et puis son association, et également Nantes Métropole. Merci à vous. Alors, je vais vous présenter une vision très biologique de la tumeur parce que je suis une biologiste. Hein. Je ne suis pas médecin, donc j'espère que ça peut vous donner des bases pour mieux comprendre ce qui se passe en recherche, pour mieux comprendre vers quoi on va dans les traitements. Mais c'est voilà, vous prenez ce qui vous semble compréhensible. J'espère que ce sera le cas. Ok. Donc pour commencer, Fabienne disait les cancers du sein. Effectivement, hein, il existe différents cancers du sein. Je ne vais pas m'étendre là-dessus et moi je vais parler en général pour vous parler vraiment de la biologie sans rentrer dans des détails, mais plutôt apporter des concepts assez généraux. Alors, les cancers du sein sont en fait des carcinomes, c'est-à-dire qu'ils se développent au niveau d'un tissu épithélial, et ici bien sûr le tissu épithélial mammaire, et à localisation initiale au niveau de la tumeur mammaire, avec un stade qui va évoluer au cours du temps, d'un stade qui est non infiltrant vers un stade infiltrant invasif, et un stade qui peut aller jusqu'à la dissémination et la formation de métastases dans l'organisme, qui constitue effectivement la difficulté et le caractère sombre de certains cancers du sein. Alors, sur le plan histologique et biologique, ce qui m'intéresse et pour lequel je suis le compétente en l'occurrence, on peut essayer de comprendre par la recherche fondamentale comment les cellules tumorales sont capables d'apparaître, d'envahir le tissu dans lequel elles sont présentes et comment elles sont capables de rejoindre la circulation générale, qu'elle soit lymphatique ou sanguine, et enfin comment ces cellules cancéreuses peuvent s'installer dans un organe qui n'était pas prévu pour ça et qui est capable de modifier son fonctionnement pour accueillir cette métastase et favoriser et rendre possible son développement. Alors, on voit maintenant clairement la tumeur comme un écosystème qui, par définition, est complexe. Alors, écosystème, c'est un terme qui est très à la mode dans différents domaines, et c'est particulièrement vrai dans la biologie des tumeurs en général et du carcinome mammaire. Écosystème parce que c'est composé de différents éléments cellulaires, des cellules cancéreuses, celles qui sont capables de proliférer et d'augmenter la masse de la tumeur, mais également de composants cellulaires du tissu dans lequel la tumeur s'est installée ou apparaît, des cellules de ce qu'on appelle le micro-environnement tumoral, qui comprend des cellules de soutien fibroblastiques qui donnent une consistance à la tumeur et une résistance physique à cette tumeur, des cellules du système vasculaire qui vont permettre de s'organiser pour apporter aux cellules proliférantes les éléments dont elles ont besoin pour proliférer, des nutriments, de l'oxygène. Et enfin, dans ce micro-environnement, on trouve tumoral, on trouve également des cellules immunitaires qui vont être présentes en quantité variable, soit carrément absentes, soit très présentes. Et leur nature également va être importante pour savoir si l'organisme est capable de lutter contre cette invasion tumorale. Donc, c'est un écosystème parce qu'en fait, il y a des échanges entre les cellules tumorales et ce micro-environnement tumoral, des échanges d'énergie, d'informations et de matière. Et ça va permettre à la tumeur d'exister, de se maintenir, voire de se développer. Donc c'est important de connaître tous ces mécanismes
Et la recherche fondamentale a aussi pour ambition de décrire ces dépendances qui existent entre ces différents compartiments cellulaires, afin en comprenant mieux, on ciblera mieux et on sera plus efficace en termes thérapeutiques in fine. Alors, quelles sont les caractéristiques des cellules cancéreuses, notamment carcinomateuses dans le cancer mammaire? Eh bien, elles présentent essentiellement 3 grandes propriétés, notamment la capacité à proliférer de manière autonome et de manière également anarchique. Ça, c'est un point qui est très important parce que c'est comme ça que la masse tumorale se développe. Ces cellules sont capables donc d'acquérir des nouvelles propriétés de plus en plus invasives, de plus en plus agressives si on les laisse évoluer de manière naturelle. Elles ont un potentiel de prolifération qui est très augmenté par rapport à des cellules normales et qui peut parfois être illimité. Et elles sont aussi capables de se modifier parce qu'elles vont faire des divisions cellulaires anarchiques, anormales. Elles vont donc acquérir des propriétés génétiques qui vont les aider à continuer à se développer. Donc une instabilité génomique avec apparition de mutations génétiques qui, au cours du temps, peuvent les rendre plus résistantes. Elles sont aussi également, alors ça c'est des caractéristiques qu'on a observées nous, mais aussi tous les chercheurs, et il y en a beaucoup qui travaillent sur la biologie des tumeurs mammaires, que ces cellules tumorales présentent une résistance au programme de mort cellulaire. Normalement, une cellule normale est capable de s'autodétruire quand elle met en péril le tissu dans lequel elle existe. Et donc, les cellules tumorales perdent cette capacité à s'autodétruire. Et notre équipe a beaucoup travaillé sur ce point-là, en essayant de proposer des techniques, des approches thérapeutiques qui permettraient de rétablir ces voies d'autodestruction des cellules tumorales associées à une chimiothérapie. Enfin, d'un dernier point, je vous le disais, le micro-environnement tumoral participe au développement de la tumeur. Il peut favoriser son caractère invasif. Il peut bien sûr apporter, comme je le disais, les nutriments nécessaires au développement de la tumeur. Et le concept actuel est le suivant, c'est que la tumeur est capable de modifier le micro-environnement dans lequel elle évolue et de le faire évoluer vers un soutien pour son développement. C'est-à-dire qu'elle modifie les propriétés normales de cet environnement à son bénéfice. Et du coup, il y a un piratage en fait du micro-environnement. Alors ça, ce sont les constats qui sont faits. Et peut-être une dernière notion quand même, c'est la notion que pour qu'une tumeur existe, il faut qu'elle ne répond plus ou qu'elle échappe. Oui, c'est le terme échappe au système de surveillance biologique qui existe normalement dans l'organisme. Alors, les systèmes de surveillance biologique qui sont liés au tissu, et je vous parlais de la mort cellulaire, par exemple, qui peut être programmée, qui peut se déclencher quand le tissu est altéré, mais il y a également des systèmes de surveillance biologique très puissants, comme le système immunitaire, et je me permets de faire un petit focus parce qu'il y a quand même beaucoup d'avancées dans ce domaine-là. Sur le plan physiologique, une tumeur est considérée comme un composant anormal, voire dangereux par le système immunitaire, qui va s'activer parce que cette tumeur va produire des signaux d'alerte qui vont être détectés et relayés par des cellules immunitaires spécialisées, qui vont être capables de déclencher au niveau du ganglion une réponse immunitaire contre la tumeur, soutenue par des cellules lymphocytaires, qui, grâce à une réponse inflammatoire localisée au niveau de la tumeur, vont pouvoir arriver sur le site tumoral et détruire donc ces cellules tumorales. Idéalement, voilà, c'est ce qui devrait se passer. Malheureusement, dans la plupart des cas, la tumeur peut se développer parce qu'elle peut échapper à ce système immunitaire
Alors, elle peut échapper par différents mécanismes qui sont vraiment très bien décrits, et je pense qu'il y en a encore d'autres, mais on a déjà bien avancé en termes de recherche sur la description de ces interactions de la tumeur et du système immunitaire. Alors, quand je dis on, hein, c'est toujours on, la communauté des chercheurs, hein, globalement. Alors, la tumeur peut échapper au système de surveillance immunitaire eh bien, en produisant moins de signaux d'alerte, en paralysant les cellules immunitaires qui seraient censées détecter ces signaux et en bloquant l'activité des cellules immunitaires effectrices. Et peut-être que Jean-Sébastien parlera de PDL1, qui est une des cibles exprimées notamment par la tumeur, qui est capable de bloquer l'activité des lymphocytes T cytotoxiques et qui va être ciblée par des anticorps monoclonaux dans des essais d'immunothérapie. Alors, il y a d'autres cibles immunitaires qui sont sous le coude, je dirais, et qui sont en cours de développement. On peut aussi cibler les macrophages. Alors, comme je le disais tout à l'heure, pour l'environnement micro-environnement tumoral, la tumeur modifie ce micro-environnement à son avantage et elle est capable de modifier la biologie des cellules, par exemple macrophagiques, qui sont des cellules immunitaires. Et ces cellules qui sont là comme premiers soldats pour lutter contre des anomalies dans l'organisme, vont être, par la tumeur, modifiées, devenir incapables de faire cette surveillance et au contraire, vont être capables de produire des facteurs qui vont soutenir le développement de la tumeur. Donc ça se passe par des reprogrammations de fonctionnement cellulaire et il existe maintenant des approches qui sont encore à l'étude pour modifier cette programmation cellulaire et revenir à une fonction initiale des cellules du micro-environnement tumoral telles que les macrophages. Alors, un concept vraiment très important pour les cellules tumorales, c'est le fait que dans une tumeur, toutes les cellules tumorales ne sont pas identiques. Elles vont avoir des mutations génétiques qui peuvent être différentes, qui vont s'accumuler au cours du temps. Elles vont réactiver des programmes de différenciation cellulaire qui peuvent varier d'un type cellulaire à l'autre. Et on a notamment observé qu'il y avait réactivation parmi ces cellules cancéreuses, et notamment dans les cellules cancéreuses mammaires, de programmes qu'on observe normalement dans les cellules embryonnaires très tôt, qui présentent une plasticité, c'est-à-dire une capacité à générer différents tissus et de modifier ce qu'on appelle leur phénotype. Et ce sont aussi des cellules qui sont capables de migrer vraiment au tout début de l'embryogénèse et de former les tissus pour les tissus adultes. Et on s'aperçoit en fait que ces programmes cellulaires embryonnaires sont parfois réactivés dans les cellules cancéreuses qui ont une mémoire de ces programmes. Et ce processus, notamment celui de transition épithélio-mésenchymateuse, ou EMT, sigle en anglais, eh bien, participe vraiment à l'évolution de la tumeur et à son agressivité, puisque ça contribue à la transformation de ces cellules, à leur dissémination et à leur reprogrammation qui est impliquée notamment dans la résistance au traitement. Donc, tout ça pour vous dire que dans une tumeur, les cellules tumorales ne sont pas toutes identiques, et ce qui implique qu'elles ne vont pas forcément répondre de la même façon au traitement qu'on va leur appliquer. Donc cette hétérogénéité des cellules tumorales, on peut l'aborder maintenant de manière quand même relativement précise grâce aux nouvelles techniques qu'on appelle omiques, qui sont développées et qui génèrent les big data dont on entend beaucoup parler, aussi bien des études qui analysent l'ADN, l'ARN ou les protéines ou le métabolisme de ces cellules. Et ces études qui actuellement sortent dans des grosses publications indiquent bien que les cellules tumorales sont vraiment très très hétérogènes. Et il faut en tenir compte pour anticiper de l'efficacité des traitements. Il va falloir qu'on puisse cibler toutes ces cellules différentes. Alors, une autre caractéristique de ces cellules tumorales, c'est leur capacité d'adaptation. C'est-à-dire qu'elles peuvent avoir un phénotype particulier à un moment donné, mais soumises à des pressions,
comme dans un écosystème, il y a toujours des pressions extérieures. Ça peut être le traitement, entre autres, mais ça peut être aussi les contraintes physiques de la tumeur. Eh bien, ces cellules vont pouvoir s'adapter, adapter leur fonctionnement aux pressions auxquelles elles sont soumises. Et donc, on va avoir un phénomène de sélection qui va pouvoir se produire. Et c'est important de savoir quel type de sélection va avoir lieu pour envisager des traitements efficaces dans un second temps. Donc, voir la tumeur comme quelque chose d'hétérogène et d'évolutif, c'est vraiment une notion importante. Alors, quand je parle de tumeur, là, je pense à la tumeur initiale, mais c'est vrai que dans les cancers du sein, très tôt, on essaye d'enlever cette tumeur, mais ce que je vous dis là est également valable pour toute cellule tumorale qui s'installerait dans un organe quelconque et qui serait à l'origine de métastases. Donc c'est important qu'on ait toutes ces connaissances physiologiques de fonctionnement de ces cellules tumorales et de leur capacité à proliférer dans des tissus différents pour envisager d'améliorer les traitements. Alors, les traitements qui sont utilisés, bien sûr, après exérèse, chirurgie et puis radiothérapie, il y a la chimiothérapie conventionnelle qui va cibler la prolifération des cellules. Alors, la prolifération des cellules cancéreuses, c'est ce qu'on veut, mais aussi les cellules normales, parce qu'on a aussi des cellules dans l'organisme normal qui prolifèrent, et ce qui va être la cause de la toxicité de ces traitements. Mais ce qu'on recherche avec ces traitements anticancéreux, c'est d'être actif en fait sur l'ensemble de ces cellules tumorales qui sont hétérogènes. Alors, avec un peu de chance, je veux dire, c'est ça que tous les médecins essayent de viser, c'est d'éliminer d'emblée toutes ces cellules tumorales. Alors, il y a celles qui ont été enlevées par la chirurgie, il y a celles qui peuvent subsister parce qu'elles ont déjà échappé à la localisation stricte de la tumeur et s'être installées dans l'organisme. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller vers une efficacité immédiate des traitements par chimiothérapie. Malheureusement, dans certains cas, eh bien, certaines cellules de la tumeur vont être résiduelles, vont résister, soit par des mécanismes génétiques, soit par des mécanismes de reprogrammation cellulaire, et vont subsister dans l'organisme. Ces cellules qu'on appelle tolérantes ou résiduelles, souvent entrent en état de dormance. Et là, il y a un gros travail de recherche fondamentale à effectuer pour comprendre comment ces cellules restent dormantes dans les organes. Et un beau jour, par des mécanismes qu'on ne connaît pour l'instant pas, même s'il y a quelques pistes qui commencent à se dessiner, eh bien, ces cellules qui sont en état de dormance biologique sont capables de se réveiller et de à nouveau reproliférer et reformer une tumeur, alors soit locale, soit au niveau disséminé, métastatique. Et donc le processus redémarre, c'est-à-dire qu'il va y avoir une diversité des cellules tumorales qui va augmenter du fait de la pression génétique et tissulaire qui est exercée. Et c'est probablement très important, le rôle du micro-environnement tumoral dans ce processus de dormance, de résistance au traitement, de dormance et de réveil éventuel plus tardif, est certainement très important, même si on ne l'a pas encore décrypté. Et il y a beaucoup de travaux actuellement qui sont en recherche, qui sont à l'étude dans ce domaine-là. Alors, comment on peut agir très schématiquement sur les différents points que je vous ai exposés en termes thérapeutiques? Et quelles sont les pistes qu'on a en recherche fondamentale? Eh bien, dans un premier temps, on peut bien sûr viser à améliorer les traitements existants en ajoutant des drogues qui permettront d'être plus efficaces pour tuer ces cellules tumorales. Donc, c'est d'identifier des traitements qui vont être synergiques, c'est-à-dire que deux molécules ensemble seront plus efficaces qu'une molécule séparée. Et donc d'identifier ces synergies, c'est également de mieux comprendre comment les cellules tumorales deviennent ou sont résistantes de manière innée ou acquise au traitement qu'on va leur appliquer, par des processus qui peuvent être génétiques ou des processus qui sont plutôt de l'ordre de la reprogrammation cellulaire.
Et enfin, comme je le disais, de bien comprendre la biologie de ces cellules dormantes, résiduelles, qui ont résisté au premier essai de traitement anticancéreux. Et notamment aussi le rôle du micro-environnement tumoral dans ces processus. Et on sait que maintenant, la chimio a aussi un effet sur cet environnement tumoral, et il faut qu'on essaie de comprendre si cet effet de la chimiothérapie sur cet environnement tumoral a un effet qui va supporter ou pas la croissance de la tumeur, essayer de comprendre le dialogue qui se crée entre l'environnement et les cellules tumorales quand la chimio a été appliquée. Alors, au-delà de la chimiothérapie conventionnelle, on a maintenant accès à des thérapies dites ciblées, anticancéreuses, et particulièrement dans le cancer du sein, ciblées parce qu'on aura une meilleure efficacité et une toxicité qui sera diminuée. Alors, si on revient sur les caractéristiques des cellules cancéreuses, mais très brièvement, qu'on a vu tout à l'heure, je dirais qu'il y a maintenant des inhibiteurs de la prolifération qui sont utilisés, et notamment dans le cancer du sein. Je pense que Jean-Sébastien en citera sans doute quelques-uns, qui vont cibler donc la prolifération en elle-même, qui vont également essayer de rétablir la résistance à la mort cellulaire, des médicaments qui vont aussi contribuer à éliminer les cellules qui ont une instabilité génomique particulièrement élevée, et les inhibiteurs de PARP dans certains types de cancers du sein seront utiles par cette voie-là. On peut aussi cibler le micro-environnement, cibler les facteurs qui vont favoriser le développement du système vasculaire ou l'invasivité des cellules tumorales. On peut également attaquer et rétablir un système immunitaire plus efficace en modulant l'inflammation ou en rétablissant l'activité des cellules immunitaires effectrices. Et là, on est dans le cadre de l'immunothérapie qui commence à apparaître dans les tumeurs solides. Et l'idée est également de reprogrammer le micro-environnement, parce qu'on peut cibler les cellules tumorales, mais aussi on peut essayer de reprogrammer le micro-environnement tumoral, donc les cellules non tumorales, mais qui sont à la périphérie ou dans la tumeur, pour essayer qu'elles réacquièrent leurs propriétés initiales et leur capacité à éliminer la tumeur qui s'y développe. Bien sûr, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, on peut aussi travailler sur l'association des thérapies. On sait que certaines associations de médicaments permettent d'avoir un effet synergique, ou bien une séquence d'administration des drogues qui peut aussi améliorer les traitements. Alors tout ça pour vous dire que je pense quand même qu'en cancérologie, et notamment dans le cancer du sein, on est maintenant rendu au niveau d'une médecine de précision. On a identifié des cibles. Alors bien sûr, il y a tous les essais cliniques qui sont en cours et qui permettront de voir l'efficacité chez les patientes. Et c'est vrai qu'à terme, l'idée, c'est d'aller vers une médecine personnalisée. Et c'est important dans ce cadre-là d'identifier des biomarqueurs, et biomarqueurs pour savoir si le traitement est efficace, parce que l'idée, c'est quand même d'administrer le bon traitement à la bonne patiente en tenant compte de la biologie de la tumeur, et ça, c'est valable à un temps donné. Donc on a besoin d'identifier des biomarqueurs, et la recherche a aussi pour but d'identifier ces biomarqueurs, c'est-à-dire des marqueurs qui permettront de savoir quelle thérapie il faut donner, à quel moment et à quelle patiente. Et là, c'est vrai que les interactions entre les équipes de recherche et les équipes cliniques sont très importantes, et on a la chance à Nantes de bénéficier de très bonnes collaborations entre les équipes de recherche du CRCINA et les équipes médicales, notamment de l'Institut de cancérologie de l'Ouest, avec des échanges très réguliers. Et dans ce triptyque de recherche fondamentale, recherche clinique et recherche translationnelle, bien sûr, le patient contribue à l'avancée de ces recherches. Pour finir, juste un petit mot pour présenter l'équipe de recherche dans laquelle je travaille. Donc, comme je vous l'ai dit, nous sommes une équipe
INSERM, composé de 20 à 30 chercheurs selon les périodes, la présence d'étudiants, de doctorants. Et nous avons une activité de recherche fondamentale, de mieux comprendre la biologie de la tumeur et de ses métastases, et puis une activité de recherche translationnelle dans les cancers du sein, en collaboration donc avec l'ICO. Et nous avons vraiment à cœur, et c'est vraiment une ambition de notre équipe aussi, de contribuer à l'optimisation des traitements des cancers du sein. Alors si vous voulez plus d'informations, je vous ai mis l'adresse de notre site internet et également mon adresse mail. Et je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions. Et je vous remercie beaucoup de votre attention, en espérant ne pas vous avoir trop asséné de concepts biologiques trop fondamentaux.